Fatoumata Kone. Mesdames et messieurs, bonjour. Les titres. Le président de la transition, chef suprême des armées, le colonel Assimi Goïta, a présidé hier le comité chargé de la défense nationale élargie aux membres du gouvernement. On en parle en début d'édition avec Noum Sissoko. 3 projets de loi ont été adoptés hier par les membres du CNT, dont la modification de l'ordonnance portant création de la société d'exploitation de mines d'or de Yatela SA. Mamari Kone fera le film de cette plénière. Dans la chronique du développement, l'état des lieux de la finance islamique dans la zone UEMOA, Union économique et monétaire de l'Afrique de l'Ouest, on en parle avec Soumaïla Berti. Et voilà pour le sommaire, les détails à suivre. Bonjour et bienvenue à cette édition. Je vous le disais en titre, le président de la transition, chef suprême des armées, le colonel Assimi Goïta, a présidé hier le comité chargé de la défense nationale élargi aux membres du gouvernement. La rencontre consistait à évaluer les actions des forces de défense pendant les 2 dernières années dans la lutte contre les forces du mal et définir les perspectives. Reportage Noum Sissoko. La question sécuritaire présente d'énormes enjeux et défis, d'où la nécessité de mûrir sans cesse la réflexion stratégique porteuse de nouvelles perspectives pour notre pays face à la complexité des menaces auxquelles nous sommes exposés. C'est le lieu de saluer la nouvelle posture opérationnelle que vous avez adoptée et dont les résultats sont tangibles sur le terrain. Tout en vous invitant à maintenir dans la durée la confiance retrouvée au sein de la troupe, soyez rassurés que l'un des soucis majeurs des autorités de la transition demeure la mise à disposition des moyens adéquats afin de conduire avec professionnalisme et engagement les missions certes difficiles mais nobles dont le succès inspirera les jeunes générations. Cette culture de la bravoure est désormais un devoir collectif à assumer pour que vive notre nation. D'août 2020 à nos jours, la dynamique opérationnelle a significativement changé eu égard au renforcement et à l'équipement des forces en moyens de combat terrestres, aériens et aéromobiles. Les communications de nos détracteurs font malheureusement le jeu de ces groupes criminels dans le but de ternir l'image des forces de défense et de sécurité auprès de la population. Des résultats salutaires sont obtenus au quotidien, même si certains défis persistent. Cependant, les forces armées maliennes sont engagées sur tout le territoire pour la sécurisation des populations et des biens. C'est le lieu, à travers Monsieur le ministre de la Défense et des anciens combattants, de féliciter l'ensemble des forces de défense et de sécurité pour leur courage et leur dévouement au service de la patrie. Tout en m'inclinant sur la mémoire de ceux qui sont tombés sur le champ de l'honneur, je souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Pour le retour de l'État et des services sociaux de base dans les localités éprouvées par le terrorisme, le rôle des forces de défense et de sécurité est d'une importance capitale. Ce rôle est d'autant plus indiscutable qu'il concerne aussi bien la phase offensive des conflits que celle de la reprise des activités de développement et de stabilisation. Cette journée de rencontre sera instituée afin d'établir un cadre d'échange entre le président et les forces de défense et de sécurité, en mesure de faire régulièrement le point des acquis, d'en tirer les leçons pour les perspectives. C'est également l'occasion pour moi de saluer les relations de coopération exemplaires et fructueuses entre le Mali et les États partenaires qui ont fait le choix courageux de rester à nos côtés malgré la période difficile que notre pays traverse. Nous devons donc être essentiellement à l'écoute de notre peuple
et être sensible aux attentes de nos populations. Monsieur l'inspecteur général des armées et services, Monsieur le chef-d'état-major général des armées, Mesdames et Messieurs les chefs-d'état-major et directeurs des services, dans ce contexte particulier, les responsables militaires que vous êtes doivent relayer les orientations des autorités, car l'outil de défense est un symbole de la souveraineté d'un État. Ce faisant, une meilleure compréhension des éléments du langage est indispensable pour vous. Les éléments structurants guidant la conduite de l'action gouvernementale sont et demeurent le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques, la défense des intérêts vitaux du peuple malien dans les prises de décision. En dépit de notre abnégation, de multiples manipulations sont entreprises par certains acteurs, qu'ils soient internes ou externes, pour nous faire douter du bien fondé de notre dynamique de refondation de l'État en général et de la restructuration de notre outil de défense en particulier. C'est pourquoi nous relevons en permanence dans les rapports et interventions des manipulations liées à la question des droits de l'homme, des actions de diabolisation de nos partenariats, sans compter les initiatives insidieuses pour éroder la confiance du peuple dans la marche de la transition. Qu'à cela ne tienne, nous devons résister à ces tentatives regrettables et nous concentrer davantage sur nos objectifs de sécurisation, de pacification et de développement du Mali pour le bien des populations. C'est en restant constant, déterminé, prévenant et alerte que nous pourrons être efficaces dans la conduite de nos actions pour atteindre les objectifs assignés. Nous continuerons le travail entamé dans le cadre de la sécurisation intégrale du pays, tout en créant les conditions optimales d'une paix durable. Après cet extrait du président de la transition, nous allons suivre le reportage de Nounou Sissoko sur la rencontre qui consistait à évaluer les actions des forces de défense pendant les 2 dernières années dans la lutte contre les forces du mal et définir les perspectives. Souvent. Cette session du comité chargé de la défense nationale élargie aux membres du gouvernement a fait le bilan des actions enclenchées les 2 dernières années en matière de lutte contre les terroristes, de formation des troupes, de renforcement de capacités opérationnelles par l'acquisition d'équipements. Cela pour permettre aux FAMA de jouer pleinement leur rôle dans la défense de l'intégrité territoriale, la protection des personnes et de leurs biens. Colonel Sadio Kamara, ministre de la Défense et des anciens combattants. C'est ainsi que des équipements sophistiqués, notamment des avions de combat, des radars, des matériels roulants, des armements et des munitions ont été acquis. Ces investissements ont rapidement permis aux forces de défense et de sécurité maliennes d'obtenir des résultats positifs, malgré les contraintes et l'action méfaste de certaines puissances extra-régionales, prêtes à tout pour nous isoler et exacerber les tensions avec certaines organisations de la région qu'ils instrumentalisent. Cet échange que vous avez souhaité se tient à un moment où les questions de défense et de sécurité sont au cœur des préoccupations de chaque Malienne et de chaque Malien. Aujourd'hui, la dynamique de reconstruction de notre outil de défense a permis de faire des avancées significatives dans le renforcement des capacités des forces de défense et de sécurité maliennes. Acculés par la posture offensive et dynamique des FAMA, les groupes armés terroristes ont changé de posture et s'attaquant principalement aux cibles molles. Pour la plupart des populations civiles sans défense et ou à leur activité économique. Je voudrais profiter de cette occasion pour exprimer la profonde gratitude de l'institution militaire, au chef suprême des armées et au gouvernement pour l'engagement et la détermination à doter notre outil de défense pour l'adapter aux besoins de sécurité. Cet engagement et les efforts du peuple malien se sont matérialisés par une reprise de l'initiative sur le terrain, des renforcements d'effectifs
des acquisitions importantes en aéronefs et matériel roulant, en application de vos instructions et directives. Les mots introductifs avant les différentes interventions des chefs d'état-major et directeurs des services qui seront axés sur l'état des lieux, les difficultés, les perspectives et les éventuelles demandes. Le renforcement de la sécurité sur l'ensemble du territoire national figure en bonne place dans le plan d'action du gouvernement de transition et les efforts vont se poursuivre pour y parvenir. Colonel Sadio Kamara, ministre de la Défense et des anciens combattants. Nous sommes conscients de l'ampleur de la tâche car nous ressentons au quotidien la douleur de chaque famille qui perd un fils ou une fille. Nous partageons la tristesse des frères d'armes qui perdent un camarade. Nous ne pouvons jamais nous reposer en sachant que quelque part sur notre immense territoire, des hommes et des femmes valeureux sont en train de braver la chaleur et le froid en ignorant la fatigue, la faim et la soif pour apporter la paix et la sécurité à nos braves populations. Pour arrêter ces ordres de barbares qui mettent en mal depuis trop longtemps notre unité nationale et notre cohésion sociale. Nous savons que le défi à relever est immense. Depuis l'investiture le 7 juin 2021, Son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, a fixé comme priorité absolue la sécurisation du territoire national, partant du constat simple qu'il ne saurait y avoir de développement sans sécurité. Cette priorité est justifiée par l'état de l'outil de défense, la dégradation de la situation sécuritaire dans notre pays, ainsi que la prise en compte des préoccupations fondamentales et des aspirations légitimes de nos populations. Dans la vision du président de la transition, pour le redressement et la refondation du Mali, la capacité à défendre et sécuriser le territoire contre les menaces externes et internes n'est pas un simple pilier qui contribue à la solidité de l'édifice. Cette capacité constitue en réalité le socle sur lequel reposent tous les autres piliers. Comment parler d'institutions fortes, de justice, de propriété privée, de commerce, d'industrie, d'électrification du territoire, d'infrastructures, si on ne peut garantir la protection des hommes censés développer tous ces piliers? Le chef de l'État, chef suprême des armées, a fait observer la minute de silence en hommage aux soldats tombés pour la cause du Mali. Radio Mali à Bamako et environ, 92 MHz en FM pour la chaîne nationale et 95.2 MHz en FM pour la chaîne 2. Un autre titre de cette édition, les membres du CNT ont adopté hier 3 projets de loi. Il s'agit de la modification de l'ordonnance portant création de la société d'exploitation de mines d'or de Yatela SA, le projet de loi portant création de l'Office malien des produits pétroliers OMAP, ainsi que le projet de loi relatif à la ratification de l'accord cadre en vue du financement du programme de développement intégré des ressources animales et aquacoles au Mali. Tous ces projets de loi qui visent à assurer le mieux-être des Maliens ont été adoptés à la majorité absolue des membres du CNT. Les travaux étaient présidés par le premier vice-président du CNT, Assarid Ag Ibarkawan. Reportage Mamari Kone. C'est le projet de loi portant modification de l'ordonnance portant création de la société d'exploitation des mines d'or de Yatela SA qui a été la première loi votée par les membres du Conseil national de transition. Une loi qui prend en compte les insuffisances constatées dans l'ordonnance du 31 décembre 2020. Adopté par le Conseil des ministres lors de sa session du 11 novembre 2022, le projet de loi a été adopté par la majorité absolue, 134 pour, 1 abstention et 0 contre. Ibrahim Ikassa Maïga, ministre de la Réforme de l'État, chargé des relations avec les institutions, assurant l'intérim du ministre de l'Économie et des Finances. Les textes de création de cette société pour permettre
le transfert d'actions et de patrimoine. Nous sommes à ce stade. Maintenant, dans l'exploitation effective, bien sûr, les dispositions sont prises sur tous les chantiers nationaux pour la protection justement des installations, du personnel. Les membres du CNT ont donné leur quitus avec 137 voix et une abstention à la création de l'Office malien des produits pétroliers OMAP en remplacement de l'Office national des produits pétroliers ONAP. La création de cet établissement public à caractère industriel s'inscrit dans le cadre de l'implication de l'État dans la chaîne d'approvisionnement, notamment de la commercialisation des produits pétroliers. Ibrahim Ikassa Maïga, ministre de la Réforme de l'État, chargé des relations avec les institutions, assurant l'intérim du ministre de l'Économie et des Finances. Il s'agit pour l'État de mieux maîtriser les conditions de fourniture, d'approvisionnement et de stockage des hydrocarbures et des gaz. Parce que ce sont des domaines régaliens que l'État a délaissés et finalement nous avons ressenti les conséquences au fil des crises cycliques que nous avons vécues. Donc il s'agit pour l'État de reprendre main. Au Conseil national de transition, on mesure la portée de ces nouvelles créations. Souleymane Dey, président de la commission loi du CNT. Ces deux textes, comme vous pouvez le savoir, avaient été adoptés par le Conseil national de transition et qu'il s'est avéré par rapport à Yatela que dans le cadre du transfert des 80% de la société SADEC à l'État, qu'il fallait apporter en tout cas des précisions. Et c'est ce qui a été fait. Pour ce qui concerne l'OMAP, c'était l'ONAP à l'époque, qui était un établissement public à caractère administratif, qui mute maintenant à travers l'OMAP pour devenir un établissement public à caractère industriel et commercial, avec tout ce que cela engage comme conséquence. Plus de 14 milliards et demi de francs, tel est le montant de l'accord de financement par vente à tempérament signé à Bamako et à Dakar le 13 septembre 2022 entre le gouvernement du Mali et la Banque islamique de développement BID. C'est en vue du financement du programme de développement intégré des ressources animales et aquacoles au Mali, PDRAM, volet aviculture et aquaculture. Les membres du CNT ont adopté le projet de loi relatif à la ratification de cet accord cadre par 136 voix pour, 0 contre et 0 abstention. Mohamed Ousmane Agmohamedoun, président de la commission développement rural du CNT. Nous sommes dans une dynamique aujourd'hui de répondre aux besoins de nos populations. Et ce projet qui est une composante du PDRAM, à travers sa composante viande et lait, aujourd'hui nous venons d'acter, de donner notre quitus pour le financement de deux volets, l'aviculture et puis l'aquaculture. Les deux membres du gouvernement qui ont défini les trois projets de loi ont promis de prendre en compte les recommandations formulées par les membres du CNT. Youba Ba, ministre délégué auprès du ministre du Développement rural, chargé de l'élevage et de la pêche. Sachez qu'à partir de cet instant, il y a 120 000 producteurs et productrices d'aviculture et d'aquaculture qui vont bénéficier de ce financement. Et à travers eux, 2 millions de personnes. À noter que plusieurs projets de loi ont été renvoyés à la prochaine session pour complément d'information. La chronique du développement du jour nous fait l'état des lieux de la finance islamique dans la zone UEMOA, Union économique et monétaire de l'Afrique de l'Ouest. Si elle existe, il faut reconnaître que la finance islamique n'est pas suffisamment exploitée pour financer les économies nationales. Alors, comment se présente cet outil de développement dans notre espace monétaire? Élément de réponse dans ce numéro avec Soumaïla Berté et Marc Dambélé. Le système financier islamique existe dans la zone UEMOA sur la base d'un arsenal juridique depuis quelques années. Mais cette présence n'est pas uniforme car certains pays de l'Union sont en avance sur d'autres pour des raisons diverses. Écoutez Omar Bouli, expert en finance islamique. Depuis 2012, la Banque centrale qui est la BCAO a entamé des études et des consultations avec l'appui de la Banque islamique de développement de Jeddah. Ces études et ces consultations ont débouché à des réglementations, à des instructions. Il y a eu à peu près 4 instructions. Il y a l'instruction 003 relative au système financier islamique, comment ça fonctionne. Il y a eu aussi numéro 004, ça concerne les techniques des opérations de finance islamique. Il y a eu aussi numéro 005, et ça c'est relatif aux techniques des opérations de finance islamique exercées par les systèmes SFT, système financier décentralisé. Donc ces instructions, on peut dire, ce sont des bases juridiques pour que la finance islamique puisse se développer dans cette zone-là. Donc on peut dire que le cadre juridique est bien pavé pour que la finance islamique puisse vraiment développer dans cette zone-là. Dans la finance islamique, le volet social peut s'avérer un outil efficace
dans la lutte contre la pauvreté. Cet outil de solidarité comporte deux segments, à savoir le waqf et la zakat. Si le waqf est l'acte par lequel les plus riches sont libres d'aider ou non les plus pauvres, par contre, la zakat est une obligation religieuse pour les plus riches. Là aussi, certains pays de l'UEMOA se font distinguer à travers des politiques volontaristes. Omar Bouli. Nous vivons dans une zone où il y a trop de pauvreté, mais malheureusement, vraiment, pour ce qui concerne les questions de formalisation, ce n'est pas très avancé. Seulement, il y a des pays tels que Sénégal ou Niger. Là-bas, quand on prend les waqf, donc là-bas, il y a haute autorité des waqf au Niger, haute autorité des waqf au Sénégal. Bon, pour la zakat, au Sénégal, il y a les fonds sénégalais pour la zakat. Donc, il y a la mission de collecter la zakat et redistribuer la zakat. En Côte d'Ivoire aussi, il y a la fondation Zakat Waqf et les œuvres de bienfaisance qui a une mission vraiment de renforcer la cohésion sociale entre la communauté musulmane et lutter contre la pauvreté. Bon, c'est pas très formel quand même. C'est ça un peu le cadre institutionnel de ces volets ou de ces segments de l'économie ou de la finance sociale islamique dans ces pays-là. Malheureusement, notre pays fait partie de ceux-là qui n'ont pas encore formalisé ces deux outils de solidarité. Et pourtant, il suffit d'une volonté politique pour inverser cette tendance. Omar Bouli, expert en finance islamique. Au Mali, il faut connaître l'importance de ces volets-là. C'est-à-dire, on a la zakat. Au Mali, la majorité sont les musulmans. Maintenant, si on arrive vraiment à connaître l'importance de ces volets, même sur les plans budgétaires, parce que le budget au Mali, c'est un budget déficitaire, il y a un volet de transfert. Donc, chaque année, quand on fait un budget, il y a un côté pour les transferts, c'est-à-dire comment vraiment faire les subventions pour les pauvres. Maintenant, si on arrive à avoir les cadres réglementaires pour la zakat, il se peut que le Mali peut collecter plus de 100 milliards de zakat. Donc, ça va un peu alléger les déficits budgétaires. Donc, tout d'abord, il faut vraiment voter ça comme une loi à l'Assemblée nationale et après faire des lois, faire des décrets qui facilitent la collecte des zakat et la redistribution des zakat. Pourquoi pas même faire une institution étatique qui va se charger vraiment à collecter et à redistribuer la zakat. Autre part aussi, faire une institution comme nos voisins ont fait, c'était haute autorité des waqf, rattachée à la présidence ou rattachée à la primature, donc qui va se charger à collecter les fonds des donataires ici et ailleurs. Ça peut vraiment alléger les déficits budgétaires. Dans ce contexte de crise où le pays a besoin de mobiliser le maximum de ressources financières, la finance islamique peut constituer une bouffée d'oxygène. Il reste donc à faire suivre l'arsenal juridique existant par une décision politique forte. Et c'est la fin de cette édition présentée par Fatoumata Kone, mise en onde à Luc Rubali, mise en ligne à travers www.ortm.ml par Tamsir Diabaté tout à l'heure, le journal de la Coupe du Monde avec Isaac Tchenougra. Merci aux auditeurs virtuels de la Russie et de la Chine. Bonne écoute radiophonique.